Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 21e épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi. Driss qui n'est pas à mes côtés aujourd'hui, mais en duplex depuis la lisière du Cercle Polaire. Salut Driss. Driss, on ne t'entend pas. Salut Alexandre. Voilà, est-ce que tout va bien ? Écoute, tout va très très bien, il fait super beau. Non, je plaisante. Explique-nous un petit peu où tu es, parce que c'est un petit côté exotique, même s'il fait froid. Alors, je suis à Reykjavik, en Islande, où tu étais avec Damien d'ailleurs, où nous étions tous les trois pour des essais. Et donc, j'ai raté l'avion. Bon, profite bien de ton séjour. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage en replay sur le site de Watch TV, que vous pouvez également nous suivre sur les podcasts, vous abonner sur iTunes, c'est gratuit, télécharger les applications Windows et Android, que vous pouvez également suivre nos comptes Twitter, @legaragewatch, et même poser vos questions durant l'émission ou tout au long de la semaine avec le hashtag #legaragewatch. En deuxième partie d'émission, nous nous intéresserons à la nouvelle Ford Focus ST, pour la première fois disponible en diesel, ainsi qu'à la Yamaha MT-07 et l'étonnant projet électrique Livewire de Harley-Davidson. Pour parler de tout ça, j'accueille en plateau Damien Rullière, journaliste pour voiture.com. Salut Damien. C'est ça, salut Driss. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce qu'est voiture.com ? Alors, voiture.com, c'est un magazine automobile. C'est aussi un comparateur automobile où on peut retrouver tous les bons plans. Et voilà, ça existe depuis 2006 et ça tourne plutôt bien. On peut voir quelques images à l'écran. Avant tout ça, Driss, on va parler ensemble d'une marque qui monte, dont on voit beaucoup le logo à la télé actuellement, hein, et qui fait partie du 4e groupe automobile mondial. Rien que ça, c'est ça, Driss ? Exactement, on va parler de Kia. Kia, puisque c'est donc la marque dont il s'agit, qui a de grosses ambitions et qui progresse régulièrement un peu partout, et notamment en France. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur ce plateau Frédéric Verbitsky, directeur général de Kia Motors France. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On a évoqué de grosses ambitions. Kia vend combien de voitures en France et dans le monde d'ailleurs aujourd'hui ? Alors Kia, comme vous venez de le dire, on est 4e ou 5e constructeur mondial en fonction des années et puis des performances de chacun. Il se vend, l'année dernière, il s'est vendu 2 750 000 voitures dans le monde. Cette année, on devrait passer le cap des 3 millions au niveau mondial. Donc on est un constructeur majeur, on est adossé à un très grand groupe. Au niveau France, l'année dernière, on a immatriculé 32 000 voitures. Et cette année, on est sur le rythme pour faire à peu près la même chose. Alors on va parler de tout ça après une courte pause. À tout de suite. Alors Frédéric, ce qu'on aime bien faire dans l'émission quand on reçoit un constructeur, c'est parler un petit peu de ses origines. Kia n'est pas une marque qui est née d'hier. Non, étonnamment, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire entendre sur le marché français, parce qu'on a l'impression qu'on est une marque très jeune. Mais il faut savoir que la marque Kia existe depuis 70 ans. En fait, elle est 70 ans cette année. C'est un constructeur sud-coréen, donc on vient d'Asie. C'est un constructeur qui a une croissance, comme vous l'avez dit, très très rapide, puisqu'il faut savoir, juste pour la petite histoire, que la marque, la traduction de la marque en coréen, c'est la croissance hors d'Asie. Donc à l'origine même de la création de Kia, l'idée était de vivre certes en Asie et en Corée du Sud, mais aussi de pouvoir grandir partout dans le monde. Et c'est le cas aujourd'hui, on est présent dans 140 pays. Et la marque avance jour après jour de façon à s'installer de façon pérenne. Alors en Asie, on est très fort, bien entendu, mais on est présent partout dans le monde. Et en France, depuis 10 ans, puisqu'on fête aussi cette année les 10 ans de Kia Motors France, eh bien, on a une croissance très rapide avec des produits qui sont aujourd'hui en attente avec
les besoins des consommateurs. Alors sur le nom de la marque, c'est marrant parce qu'avec les noms asiatiques, il y a toujours plusieurs interprétations, traductions possibles. Moi, j'avais l'Asie se révèle au monde, qui signifiant se révéler au monde, et A étant la première lettre de l'Asie. Et ça colle aussi ? Oui, certainement. Ma maîtrise du coréen est assez limitée, donc la vérité, elle doit être entre les deux peut-être. Alors moi, j'ai appris pas mal de choses aussi, parce que finalement, je savais pas tout de Kia. Au début des années 70, Kia fabriquait des voitures sous licence Fiat. Oui, bien sûr. Et même Peugeot d'ailleurs. Comme tout constructeur qui démarre à un moment, il y a des partenariats, il y a des joint ventures qui sont créés de manière à bénéficier des technologies existantes. Donc c'est vrai qu'il y a eu des accords avec des constructeurs européens. Il y a même eu des moteurs Mercedes il y a quelques années, il y a très longtemps. Mais il est clair que depuis l'intégration de la marque Kia dans le groupe Hyundai, puisqu'on fait partie d'un groupe qui est Kia Hyundai Motors Automobile, les technologies utilisées sont des technologies qui appartiennent au groupe, que ce soit en termes de moteur, que ce soit en termes de châssis. L'ensemble est maintenant totalement intégré. Alors ensuite, si on continue un petit peu, l'histoire, il y a eu les années 80, où là, vous avez été associé à Mazda, puis à Ford. Oui. Vous avez fabriqué pour Ford une petite voiture, la Festiva, à pas confondre avec la Fiesta. Et alors ensuite, années 90, là, il y a eu une forte croissance au début, et après, un grand plongeon. Alors sans refaire, je dirais, l'histoire, en 97, il y a eu une crise financière très très lourde en Corée du Sud. Asie, ouais. En Asie, mais en particulier en Corée du Sud. La marque Kia, qui était, et qui est toujours, on va dire, la plus ancienne marque automobile de Corée du Sud, a eu des grosses difficultés. Et c'est à ce moment-là que la marque Hyundai a pris, je dirais, sous son aile cette marque, et que le groupe Kia Hyundai a été créé, le consortium, de façon à développer ces deux marques, certes en Asie, mais aussi dans le reste du monde. Alors aujourd'hui, Kia, ça représente combien de personnes dans le monde ? Alors aujourd'hui, je suis en train de regarder mes fiches pour être totalement honnête, parce que j'ai pas forcément la visibilité. J'ai les anti-sèches, je connais la réponse, c'est la règle. Kia emploie, ça y est, j'ai retrouvé mes notes. Kia emploie 48 000 personnes dans le monde. On est présent, comme je vous l'ai dit, dans 150 pays, avec une stratégie, bien entendu, une vision globale, mais avec une stratégie locale. Et quand je dis locale, c'est régionale. On a 3 grandes régions dans le monde: l'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et puis l'Europe. Donc l'Europe est une région à part entière. D'accord. Alors quand vous parlez de stratégie locale, et puis on va parler de l'Europe, comment ça se concrétise ? Alors c'est quelque chose de fondamental qu'il faut intégrer. C'est qu'il y a eu une intention à un moment du top management du groupe de s'ouvrir complètement à une stratégie mondiale, et la grande décision qui a été prise a été de dire, pour être présent au niveau mondial, il y a des endroits où il faut qu'on soit présent, non pas uniquement dans la distribution, mais également dans la production et dans la R&D et dans le design. Dans cette logique-là, des centres de design ont été développés. Donc on a un centre de design en Corée, bien entendu, mais on a aussi aujourd'hui un centre de design en Europe, en Allemagne, un centre de design aux États-Unis. Un centre de R&D, donc recherche et développement, ont été aussi mis en place sur ces 3 régions, donc les États-Unis, l'Europe, en Allemagne, et l'Asie. Et puis, bien évidemment, ce qui boucle la boucle, nous avons des unités de production partout dans le monde, mais nous en avons une en Europe, donc qui est à Žilina, donc en Slovaquie, et qui produit aujourd'hui 60% des voitures qu'on vend en France. Donc les voitures que vous vendez en France, alors justement, on va y venir. Avant, on va quand même parler du design, parce que c'est un peu le maître mot, j'ai envie de dire, du développement de Kia ces dernières années. C'est-à-dire que, alors, pour faire simple, vous vous êtes offert les services d'un designer de renom. Voilà, un des tout meilleurs, puisque Peter Schreier, qui est un designer allemand très célèbre, a rejoint le groupe, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était en 2006. C'est ça, oui. Et ce qui est fabuleux, c'est de se rendre compte qu'entre 2006 et 2012, il a redessiné toute la gamme, avec le design qu'on lui connaît aujourd'hui et qui est apprécié. Et puis il a eu la latitude, non seulement de le dessiner, ce design, mais de pouvoir le mettre en œuvre, c'est-à-dire de créer ces voitures qui font qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, les véhicules
sont adaptés. Alors nous avons des véhicules typiquement européens, nous avons des véhicules qui sont mondiaux, parce qu'il y a des véhicules qui répondent à l'attente de l'ensemble des consommateurs. Et tout ça est piloté donc, par Peter Schreier, avec dans chacun des centres de design régionaux. Donc en Europe, à Francfort, nous avons un patron du design Europe, qui de surcroît est un Français, c'est un Niçois. Et puis aux États-Unis, un designer qui est américain, mais tout ça est piloté par Peter Schreier. Alors on le voit à l'image en train de faire un petit sketch de la berline haut de gamme qui n'est pas distribuée en France. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure parce qu'elle est intéressante cette berline. Peter Schreier disait que en gros avant 2006, enfin en gros avant son arrivée, Kia avait une image neutre. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que Kia n'a plus cette image neutre, qu'on reconnaît une Kia? Voilà, mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre un petit peu la philosophie de cette marque. La philosophie originaire de cette marque, était de dire on veut faire des véhicules fiables. Donc, ils se sont concentrés, les Coréens sont des gens très pragmatiques, sur fabriquer des véhicules fiables. Et le design n'était pas quelque chose qui, de toute évidence, était un des critères fondamentaux. Bien évidemment, à partir du moment où on commence à avoir cette croissance au niveau mondial, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le consommateur, il achète une voiture, certes parce qu'elle est fiable, mais surtout avant tout parce qu'elle lui plaît. C'est le premier critère d'achat. Donc, c'est pour ça que le choix de Peter a été certainement fait. Et il a su amener un style avec ce qu'on appelle le Tiger Nose, donc cette calandre avant qui donne ce côté dynamique mais pas agressif de nos produits qu'on retrouve aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme et qui fait un fil conducteur qui nous permet de dire que Kia, c'est pas une somme de produits, c'est une gamme qui est cohérente et consistante. Damien, tu veux réagir sur le... Oui, disons que moi je me rappelle les toutes premières voitures coréennes qui arrivaient, elles partaient de très loin quand même. Et c'est vrai qu'on remarque cette évolution étape par étape. Au début, la première étape, ça a été de faire des voitures qui en termes de qualité étaient au niveau des productions européennes. La deuxième étape, donc ça a été le design. Aujourd'hui, c'est vrai que Kia a une image quand même assez dynamique. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Hyundai, donc la marque sœur, cousine. Oui, tout à fait, la marque sœur. Qui elle, je trouve encore est un peu encore trop neutre, justement en termes de design. En tant qu'essayeur, justement, maintenant on attend donc la prochaine étape peut-être de faire des voitures, de caractère à conduire. Voilà. Oui, mais la croissance d'une marque passe forcément par des étapes. On a effectivement passé un palier très important au niveau mondial, 2 700 000 voitures l'année dernière. Cette année, ça sera 3 millions parce qu'on est dans le trend. Donc on a carrément assis la marque. Et aujourd'hui, bien évidemment, on travaille sur de l'émotion. Et il est clair que les produits Kia vont s'affirmer au fil du temps. Et sans trahir de grands secrets, Peter Schreier veut, pour définitivement asseoir les capacités et démontrer la pertinence de la marque, sortir un véhicule un peu mythique. Alors, on a vu ce véhicule en prototype qui était le concept GT il y a quelques années. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce véhicule, il roulera dans quelques années en France et en Europe. Ça ressemblera à une GT, c'est ça que... En général, Peter Schreier, quand il fait un concept car, on le voit dans la rue les années qui suivent, donc on peut lui faire confiance. Il est assez attaché à ça. Pour en avoir discuté avec lui, il est comme moi, il adore les Aston Martin, et c'est vrai que quand on le regarde de profil, on y trouve un air de famille. C'est important, les concepts pour une marque comme Kia. Vous en produisez beaucoup, vous en montrez beaucoup sur les salons. Salon après salon, il y a toujours un nouveau concept qu'on voit, qui en général d'ailleurs esthétiquement très réussi. C'est important pour l'image. On n'est pas dans une logique de concept. Bien sûr, il faut faire des concepts. Il faut faire des concepts d'abord pour montrer qu'on avance. Vous dites que vous n'êtes pas dans une logique de concept, mais vous en faites beaucoup, plus que certains. Non, mais on n'est pas dans une logique de faire un concept pour faire un concept. Il faut faire du concept utile, peut-être. Voilà. Peter Schreier développe ces concepts. On les montre parce que, bien évidemment, on a besoin de construire la marque et puis de donner ce style. Mais Peter Schreier n'est pas un designer qui est en dehors, je dirais, de la logique économique. Il faut dire les choses comme elles sont.
Quand il fait un concept, il est déjà dans la logique de le produire. Et quand on discute avec lui, il dit, le jour où je travaille un concept car, je le travaille avec les ingénieurs pour savoir si oui ou non, un jour, il sera productible ou pas. Et donc, il y a vraiment derrière une intégration en se disant, oui, on montre ce qu'on a envie de faire, on montre ce qu'on veut faire, mais ce qu'on est en train de montrer, un jour ou l'autre, ça se réalise. Alors, on voit là le GT4 Stinger qui a été montré à Détroit il n'y a pas si longtemps que ça. Ça me plairait bien de rouler avec. Oui, il a plutôt une jolie bouille. Hein. Oui, on sent bien qu'il y a eu de l'inspiration là-dessus. Hein. Driss, si tu es avec nous, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, tous ces concepts et cette croissance de Kia ? Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir. On parlait des origines de la société en 1944. Ce qui est étonnant, je ne le savais pas, c'est Kia faisait à l'origine des motos. Oui, absolument, des motos, des bicycles. Voilà, enfin des motos ou des mobylettes, j'ai envie de dire. Enfin, c'était pas des gros cylindres, voilà. Toujours. Hein. C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs souvent le cas. Le bicycle est une porte d'entrée de nombreux constructeurs actuels. On va s'intéresser... Pour en venir... Vas-y, Driss, t'en prie. Oui, pardon. Pour en venir, on disait chose aussi qu'on a vu au niveau de l'évolution. C'est vrai que les Sud-Coréens, à un moment, avaient une certaine tendance à proposer des véhicules qui ressemblaient plus à des cubes qu'autre chose, des cubes avec des roues. Et c'est vrai que là, il y a eu une rupture qui est flagrante. Et là, les concept cars, effectivement, donnent envie de voir ce qui nous attend prochainement chez le constructeur. Alors, Driss, on a un petit problème de son, on t'entend pas super bien. Je disais l'autre jour que le débit était très bon en Islande, je crois que c'est pas forcément le cas là où t'es. Bon, on va attaquer avec la gamme, la gamme actuelle française, parce que tous les produits Kia ne sont pas distribués dans le monde entier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une stratégie locale. Donc la gamme, finalement, c'est une gamme de généralistes. On revendique très clairement notre position de marque généraliste et on est capable aujourd'hui d'offrir un véhicule qui s'appelle la Picanto, donc une petite citadine, jusqu'à l'Optima qui est une berline moyenne gamme, je dirais. Donc on commence donc sur la Picanto qui est l'équivalent d'une Twingo, d'une 108, c'est ça. Juste au-dessus, on a la Rio, qui elle est plutôt une petite Clio, on dirait. Oui, c'est ça, c'est une Clio, c'est une Polo, c'est cette catégorie-là. On la voit à l'image actuellement. Ensuite, il y a des compacts, des monospaces, des crossovers et les routières. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une chose que je voudrais savoir. Il y a quelques années, Kia disait en gros, en France, on s'appuie sur quelques véhicules qui sont diffusés à peu près à part égale, qui représentent une espèce de trépied, de socle stable. Aujourd'hui, quel est le véhicule que vous vendrez le plus ? Alors, l'histoire de la marque en France, elle s'est faite avec deux produits. Le Sorento, donc qui était un 4x4 à la grande époque des 4x4, et puis le Carnival, qui était un gros monospace, l'équivalent d'un espace en fait. Depuis, évidemment, comme on vient de le voir, la gamme s'est étoffée. Et aujourd'hui, notre stratégie de marque généraliste fait que le volume se répartit sur l'ensemble des produits, avec des produits phares. Aujourd'hui, notre best-seller, c'est le Sportage, qui est un crossover équivalent d'un Tiguan de chez Volkswagen. Ensuite, nous avons bien entendu la Rio, parce que la Rio, elle est sur le plus gros segment du marché français. Et puis, nous retrouvons notre produit, pour nous, le plus important, qui est l'Acide, qui est notre berline familiale. Qui est l'équivalent d'une Golf. Qui est l'équivalent d'une Golf, voilà, par exemple. Ensuite, on trouve le Carens, qu'on vient de lancer, qui est notre monospace. Et puis après, bien évidemment, on a la Picanto qui arrive. On a également le Venga, qui est en fait une mini-space, une Picanto un peu plus, une Rio agrandie. Et puis on trouve des produits plus niches. Le Soul, par exemple, qu'on vient de lancer, qui là est un vrai parti pris en termes de design. Et la gamme se construit au travers de ces produits. On va en parler du Soul tout à l'heure, parce qu'effectivement, vous lui avez offert un petit facelift. On va
un petit mot sur la compacte, l'acide qui a été donc la dernière génération a été lancée il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises à peu près. C'est également un segment important. Elle a alors je sais pas si Damien sera d'accord avec moi, mais elle marque une espèce de tournant dans la qualité perçue des produits, et on a senti une attaque réellement frontale avec des gros maîtres du marché comme peuvent être la Golf ou la Focus. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Pour nous, l'acide est le produit, c'est la base de la marque aujourd'hui en Europe. Bon, avant on avait un véhicule que personne ne connaît qui s'appelait la Cerato. Seed, la décision a été prise d'installer une usine en Europe, donc la fameuse usine des Iglina, pour produire l'acide. Donc ce véhicule a été imaginé en Europe, lancé avec une unité de production qui est au top en termes de technologie, en termes d'écologie, et avec des standards en termes de qualité de fabrication, en termes de matériaux utilisés, qui devaient être au moins au niveau des meilleures marques européennes. Et puis aussi, quand on a lancé l'acide, je vous rappelle, en 2006, c'est la première fois où on a annoncé les 7 ans de garantie. La fameuse garantie de 7 ans. Ouais. Alors ça aussi, on va en parler. Ça fait partie des petites choses qui démarquent Kia sur le marché. Donc l'acide qui est disponible en 3 carrosseries. Là, on la voit à l'image en version 3 portes, qui s'appelle la ProSeed. En break et en berline 5 portes, elle se vend le plus en quoi? On est conforme au marché. C'est la version 5 portes. On a une bonne performance avec la version SW, donc le break, parce que son design plaît beaucoup. Après, il y a la 3 portes qui amène le côté un peu dynamisme, mais c'est de l'ordre de 10% des volumes, la 3 portes. Ouais, ce qu'on remarque, là on voit l'acide en image, c'est vrai que c'est une voiture qui est élégante, mais pas banale. Et puis voilà, comme on disait, en termes de qualité, en termes d'équipement, de motorisation, maintenant c'est vrai qu'elle est vraiment au niveau des productions européennes. Elle peut concurrencer sans appréhension une Peugeot 308, une Golf, une Mégane. Ça, elle est clairement au niveau des autres, quoi. Oui, mais bon, d'abord, je vous remercie de votre commentaire. Non, c'est vrai, mais maintenant, c'est un manque d'image. Maintenant, je pense que voilà, c'est une voiture qui demande à être connue maintenant. C'est vrai que... Aujourd'hui, quand on regarde le positionnement de cette voiture, que ce soit en partie dynamique, que ce soit en partie équipement et autres, le véhicule est largement comparable. Alors, je dis ça, bien entendu, je suis peut-être pas tout à fait objectif, mais il est largement comparable à ses concurrents. Quand on se positionne en termes de prix, on est au même prix que les marques leaders du marché, parce que notre vocation n'est pas de vendre des voitures, je dirais, à bas prix. On vend le meilleur rapport qualité-prix, ce qui fait qu'on a un niveau d'équipement qui, la plupart du temps, est supérieur à nos concurrents. Avec derrière la garantie pour le client ou la sérénité pour le client, lui disant bon, cette voiture-là, en plus, elle vous offre 7 ans de garantie. C'est cette voiture qui a lancé la dynamique que l'on connaît aujourd'hui. Alors c'est important ce que vous dites sur le prix, parce que c'est vrai que on a probablement dans l'image un peu collective tendance à associer les marques coréennes que sont Kia, Hyundai ou même des marques un petit peu plus exotiques à forcément du low cost. C'est pas le cas. C'est-à-dire que ça a été, je dirais, dans la construction de la marque, ça a été une étape. Bien évidemment, on est sorti de cette étape. Aujourd'hui, on est généraliste, on revendique notre position de généraliste jeune, de généraliste dynamique, mais en aucun cas, on souhaite être dans une logique de low cost. Ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'offrir un rapport qualité-prix-équipement imbattable, sans pour autant être les moins chers, bien entendu. Alors dans votre actualité aujourd'hui, il y a le Soul, on en parlait, ce petit crossover, c'est sur le segment d'un Nissan Juke. Exactement. Voilà. Oui. J'ai envie de dire qu'on a presque créé le segment, parce que quand on a lancé le Soul en 2008, ça n'existait pas, ce segment-là. Ça a été un grand succès pour nous. Alors on l'a lancé en 2008. On en a fait 3000 en 2009, donc certains pourront dire que c'est pas beaucoup. Pour nous, c'était une belle performance. Ce qui est attachant aujourd'hui, c'est de se dire que finalement,
c'est sans être prétentieux, je vais pas dire que c'est nous qui avons lancé cette dynamique, mais les clients se retrouvent dans cet état d'esprit de voiture. Et donc ce nouveau sol qui vient d'être commercialisé amène la deuxième étape avec l'espoir de continuer à en vendre, parce qu'en plus ce segment-là maintenant il est en train d'exploser parce que les concurrents se sont engouffrés dedans. C'est ça, parce que tout à l'heure vous disiez un produit de niche, le sol, finalement... Aujourd'hui, plus oui. du tout. Parce qu'en face, maintenant, aujourd'hui, tous les constructeurs se sont mis à faire du crossover. Et peut-être qu'au final, la première génération, elle est peut-être arrivée un peu trop tôt. Le marché était peut-être pas encore assez mûr pour le crossover citadin. Oui, mais bon, la marque Kia a cette envie, des fois, d'être novateur. On l'a été avec les 7 ans de garantie, on l'a été avec le sol. Imaginez-vous, pour la petite histoire, qu'en 2009, je vous disais qu'on avait livré et immatriculé 3000 Sol, on représentait 24% du segment. Sauf que le segment il était tout petit. Aujourd'hui ce segment il est énorme. Si je pouvais représenter 24% de ce segment, je serais juste aux anges. Donc bon, l'histoire est passée, tout le monde est venu sur ce segment là. Aujourd'hui il y a un appel énorme des consommateurs. Bon, le Sol va faire son bonhomme de chemin. Alors il a une image jeune, ce produit, donc j'imagine que c'est un public que vous visez, mais dans la réalité, est-ce qu'il se vend réellement aux jeunes ou qui achète un Sol aux jeunes? Alors 100% des gens qui achètent un Sol ont un esprit très jeune, mais ils ne sont pas forcément jeunes. Voilà. La réalité, c'est qu'on a deux populations. Alors bon, on n'a pas des très jeunes, parce que bien évidemment les très jeunes en général ils n'achètent pas une voiture neuve, mais on a une population qui est, on va dire, plus jeune que la moyenne des Français, d'un côté, et puis on a des retraités qui achètent le Sol, donc qui sont des personnes qui apprécient la position de conduite. On est un peu l'agrément à l'intérieur, il y a de la place. Ils n'ont pas forcément besoin d'une très grosse voiture, donc ça répond à leurs besoins, mais je vous confirme que 100% des gens ont un esprit très jeune quand ils roulent en Sol. Donc on rappelle pour nos téléspectateurs, la moyenne d'âge en France pour l'achat d'une voiture neuve, c'est à peu près 56-58 ans, voilà. C'est ça hein, Alors pour la marque Kia, c'est 47, donc vous voyez qu'en moyenne, les clients Kia sont un peu plus jeunes. J'imagine qu'aux retraités, vous leur mettez pas en avant les petites LED qui varient avec la musique, comme on voit à l'image là, ces petits accessoires. Ça fait partie ça aussi on va dire d'un petit plus produit. On vous demande ce genre de choses quand on achète un Soul? Oui. La première génération, on avait aussi ce genre d'équipement. Non, mais je crois que la personne, il faut être clair, la personne qui vient acheter un Sol, il vient chercher un véhicule complètement différent. Voilà, elle veut se démarquer. Il ne s'intéressera pas à une Rio, il ne s'intéressera pas à une Ceed, il vient chercher un véhicule qui le démarque un petit peu de la moyenne. Donc tout ce qui va dans ce sens-là fonctionne. On a des offres de personnalisation, donc on vient de voir ces haut-parleurs qui clignotent, mais on a aussi des personnalisations extérieures avec des autocollants et autres. Et on vend ces produits-là parce que là on touche une clientèle qui est très sensible à ça. Et finalement, on permet à ces gens-là de personnaliser leur voiture à l'extrême jusqu'à avoir des haut-parleurs qui clignotent. Alors il y a une petite chose pour en finir sur le Sol que je vais voir avec vous, c'est que vous allez le proposer en version électrique. Alors ça, c'est la nouveauté du Salon de Paris. Voilà, qu'on l'a déjà vu à Genève sous forme de concept. Oui. Donc il arrive à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'associer cette technologie d'avenir qu'on espère prometteuse pour vous et pour le marché avec un produit de niche comme le Soul justement? Donc, d'abord, pourquoi on fait de l'électrique? On fait de l'électrique parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres du marché électrique, c'est quand même encore un marché, on va dire, qui démarre. Il s'est fait 9800 véhicules électriques l'année dernière en France, sous l'impulsion des marques françaises essentiellement. Quoi qu'il en soit, c'est une technologie qui va évoluer. Je suis convaincu que malheureusement, ça ne fera jamais 10% du marché comme ça. On est à 1000 immatrications au mois de juin, à peu près. Toutes marques confondues, tout modèle confondu. On voit bien qu'il y a un besoin, on a un exemple qui est très concret quand on regarde la Norvège, qui est le pays le plus avancé sur les véhicules électriques. À partir du moment où les infrastructures sont mises en place, les gens qui vivent en banlieue ou en grande agglomération sont intéressés. Donc nous avons un centre de R&D en Corée qui ne travaille que sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire que la technologie électrique, elle existe en Corée du Sud, à Séoul. Des véhicules roulent depuis longtemps avec des motorisations électriques. Donc la technologie existe. On a aussi de l'hybride, on a même un véhicule qui fonctionne à la pile à combustible, mais ça on ne va pas le voir tout de suite dans la rue. Donc ces technologies sont maîtrisées.
face à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ce marché va s'installer, il paraissait important de répondre et de dire oui, nous, 4e ou 5e constructeur mondial, on est aussi capable d'offrir ça aux clients. Après, on arrive derrière des constructeurs qui ont une puissance en Europe beaucoup plus importante que la nôtre. Donc il fallait trouver aussi un produit qui permette d'amener cette technologie et puis de toucher le client un peu différemment. On n'a pas créé un véhicule électrique. On a pris le Soul, qui est une gamme qui existe avec des moteurs diesel, avec des moteurs essence, et on dit voilà, nous on est capable sur ce véhicule de l'équiper avec un véhicule, avec des batteries, donc avec une motorisation électrique, et de maintenir le même agrément intérieur, l'habitabilité, le confort que sur un véhicule que je dirais classique. Donc on amène une étape de plus. Et puis pour revenir à la discussion qu'on évoquait, en France, ce qu'on appelle donc le BSUV, donc ces petits SUV, ce segment qui est en train d'exploser, eh bien je peux vous annoncer que le premier véhicule électrique dans le BSUV, ça sera le Soul. Il n'y a pas encore un concurrent qui l'ait proposé. Alors, on parlait tout à l'heure, on voyait Peter Schreier dessiner une grande berline qui est connue sous différents noms, K9 en Corée, Coris un peu dans le reste du monde. Elle n'est pas vendue en France, cette voiture. Et j'ai envie de demander pourquoi, parce que c'est une voiture que je trouve très belle. On va la voir également à l'image évoluer, et également son intérieur. Qui, en tout cas de ce que j'en vois, parce que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de la voir autrement qu'en vidéo, évoque des voitures comme une Audi A8, comme ce genre de choses. Voilà, on la voit là. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas en Europe encore ? C'est trop tôt pour Kia ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, le véhicule n'est pas homologué au niveau européen pour l'instant, puisque l'homologation ne se fait pas par pays, elle se fait au niveau européen. L'offre aujourd'hui qu'on est capable de faire avec ces véhicules, c'est un moteur V6 essence. Donc c'est-à-dire qu'avec les règles aujourd'hui d'émissions de CO2, les bonus, les malus, clairement cette voiture ne répond pas à une majorité de clients. Donc si c'est pour commercialiser ce produit en quelques unités en Europe, ça veut dire qu'économiquement ça n'a pas de sens, et à ce moment-là la décision du groupe est de dire attendez, on ne le fait pas. Donc le jour où on sera en mesure de proposer peut-être un véhicule hybride avec une motorisation hybride, à ce moment-là le véhicule il est prêt. Le véhicule, il existe, donc il faut qu'on adapte ce véhicule à un marché qui est le marché européen. Et aujourd'hui, sincèrement, avec un moteur V6 essence, c'est pas la peine. Commercialement, ça n'aurait pas de sens. Damien, tu voulais réagir là-dessus ? Ah oui, ça c'est certain qu'avec un V6 essence, je pense pas que la Coris ait un grand avenir chez nous. Et puis, est-ce qu'on attend Kia sur ce segment ? Je sais pas, parce que on arriverait à des niveaux de prix quand même plutôt élevés. Et est-ce que la clientèle justement privilégierait pas des références allemandes à ce niveau-là En fait, là, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Pour que l'image de la marque grandisse, et c'est une tâche permanente en ce qui nous concerne, il faut aussi avoir des produits qui portent cette image, et plus les produits porteront l'image, plus on pourra vendre des produits de ce niveau-là. Clairement, en tout état de cause, la marque Kia n'est pas et ne sera pas une marque premium dans les années à venir. Mais d'avoir quelques produits, quelques véhicules de ce niveau-là, même si aujourd'hui c'est clair, un client qui est prêt à mettre, allez, je vais dire 50, 60, 70 000 euros sur une voiture, peut-être qu'il ne met pas aujourd'hui dans sa shopping list la marque Kia. Bon, c'est notre travail à nous, petit à petit, d'amener ces gens à se poser la question. Alors, je disais en préambule de l'émission que on voyait aujourd'hui, en ce moment, votre marque un petit peu tous les jours à la télé. J'en arrive à une partie de votre stratégie là plutôt mondiale, d'ailleurs, qui est le sponsoring sportif. Oui. Vous êtes sponsor de la FIFA, de tas d'autres choses. Oui. C'est payant, ça ? Alors bon, d'abord, c'est payant à partir du moment où ce sont des sponsorings de long terme. Donc la logique du groupe est très simple. Nous avons retenu 2 sports. Le football d'un côté, donc aujourd'hui, effectivement, c'est la Coupe du Monde. Donc nous sommes sponsors de la FIFA au niveau mondial. Et de notre côté, le tennis. Donc ce qui fait qu'effectivement, cette année, on a eu beaucoup de chance, puisque le tennis
a été mis en avant. On a beaucoup vu Rafael Nadal, puisqu'il a gagné Roland-Garros, et il faut savoir que Rafael Nadal est l'ambassadeur de la marque Kia. On décline, et c'est ça qui est important, c'est que c'est une vraie stratégie globale, intégrée au niveau international, mais au niveau local aussi. Si je prends la problématique du foot, par exemple, donc on est sponsor de la FIFA au niveau mondial. Au niveau national, on est sponsor d'une équipe de foot, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. On attaque la 9e année de partenariat avec eux. Au niveau local, on décline des compétitions avec nos concessionnaires pour que la chaîne sportive des amateurs de foot puisse se retrouver chez le concessionnaire, dans sa ville, au niveau national, quand je regarde les Girondins de Bordeaux, au niveau international, quand aujourd'hui je regarde la Coupe du Monde. Au niveau du tennis, on fait la même chose. Donc cette logique, elle fonctionne à partir du moment où elle est pertinente de l'international jusqu'au local, et à partir du moment où elle dure dans le temps. Sponsoring comme sponsoring avec les Girondins de Bordeaux, si vous faites ça sur 1 ou 2 ans, ça n'a pas de sens. Par contre, là, aujourd'hui, très clairement, la marque est associée aux Girondins de Bordeaux et les Girondins de Bordeaux sont associés à la marque. Très bien, Frédéric Verobitsky, merci de nous avoir parlé avec tant de passion de votre marque. Vous restez avec nous, j'espère qu'on a retrouvé Driss parce qu'on va parler de beaucoup d'autres choses, notamment de motos, le temps d'un petit break. Driss, est-ce que tu es avec nous ? A priori, oui. Bien. Il y a une chose que je voulais dont on parle avant de parler moto. C'est une voiture qui a été présentée par Ford au festival de Goodwood, qui est un festival qui se passe en Angleterre et qui fait la promotion des voitures rapides. Ford en a profité pour présenter une Ford Focus ST, la nouvelle version sportive de la Focus, mais avec une petite particularité puisqu'elle est aujourd'hui proposée également en diesel. Exactement, donc ça c'est de la grosse nouveauté pour cet été, un diesel de 2 litres TDCi et qui attention, j'ai un petit trou 185 chevaux avec une motorisation de 185 chevaux. C'est ça. Alors je rassure les amoureux de la sportivité pure ou qui ne l'entendent pas autrement qu'avec de l'essence, le moteur EcoBoost de 250 chevaux est reconduit, même de façon plus économique, Damien, parce que je crois qu'il a réussi à réduire ses émissions de 6%. Oui, c'est ça, et on a vu aussi qu'il était doté cette fois d'un start and stop, et puis d'une manière générale, voilà, les nouveaux moteurs EcoBoost Ford essayent d'être de plus en plus performants tout en essayant de réduire leur consommation et leurs émissions. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un débat qui est ouvert en ce moment sur la pertinence des mesures des émissions polluantes des véhicules, et là on voit qu'on rajoute un stop and start sur un véhicule et on baisse sa consommation normalisée de 6%. Donc c'est pas banal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce véhicule? Il est disponible en plusieurs carrosseries, 5 portes et break. Je crois que c'est d'ailleurs un des rares breaks sportifs dans cette catégorie. Oui, moi je vois dans cette catégorie le seul break finalement, ça serait peut-être la Skoda Octavia RS, qui elle aussi est disponible, qui est un peu plus grosse, mais qui repose sur une plateforme compacte, mais elle aussi elle est disponible en essence et en diesel. Driss, tu as autre chose à ajouter sur cette Focus ? Il y a toujours pas mal de technologies chez Ford, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qu'on peut citer, c'est tout ce qui est l'alerte d'approche quand un véhicule est dans un des angles morts de la voiture, par exemple. Les phares adaptatifs. Pardon ? Non, rien, je t'en continue, Driss. On t'écoute, on t'écoute. Ouais, okay, je pensais qu'il y avait un souci de son encore. Non, il n'y a pas de souci de son. Donc voilà, les phares Big Xenon adaptatifs, etc. Donc toujours un focus, si je puis dire, joli jeu de mots, sur la technologie. Il y a également le système Sync. Tu peux nous en dire 2 mots ? C'est important chez Ford, ça. Et ça intéresse nos téléspectateurs.
Oui, Sync. Donc Ford, c'est l'un des constructeurs qui est le plus actif au niveau de tout ce qui est technologie embarquée. Donc Sync, c'est un système embarqué multimédia, donc qui vous permet notamment de contrôler votre téléphone. Donc c'est vrai que pour le coup, Ford a été précurseur des annonces qui viennent d'être faites par Google et aussi de la technologie CarPlay d'Apple. Donc Sync, c'est également la commande vocale, notamment pour piloter son téléphone. Très bien, on va parler moto maintenant avec notamment Damien, parce que je crois que vous avez essayé une petite bombinette qui marche pas mal, la Yamaha MT-07. C'est ça, MT-07. Alors on a déjà parlé de la 09 dans cette émission, notamment Andris avec ses invités il y a quelques mois. Alors on va s'intéresser à la version un peu en dessous. Voilà, donc c'est la petite sœur de la MT-09. C'est le deuxième produit d'une nouvelle gamme chez Yamaha. Récemment, ils ont décliné d'ailleurs, enfin ils ont sorti une MT 125 cm3. Donc cette MT 07, Yamaha veut tout simplement en faire la moto la plus vendue du marché et prendre la place du coup de la Kawasaki ER6N. Voilà, donc c'est un petit roadster bicylindre qui fait 75 chevaux. C'est très sympa à conduire, c'est léger, ça fait à peine 180 kg, voilà. Ça a un moteur vivant avec une jolie sonorité. Ça a un look très minimaliste. D'ailleurs, Yamaha insiste sur une espèce d'esprit un peu bad boy, voilà. Un look très épuré et une moto finalement très abordable puisque les tarifs démarrent à 5 700 €, quoi. Driss, bad boy, c'est un mot qui convient pour cette moto ? Moi, je trouve que c'est une moto qui est très réussie. Pour le coup, j'étais pas trop fan de la MT-09, qui est pourtant une excellente moto, musclée, etc. Alors, celle-ci, tricylindre la MT-09, bicylindre la MT-07, c'est ça ? C'est une des grosses différences entre les deux ? Notamment, et je trouve que là, pour le coup, c'est vrai que pour attaquer ce segment, Yamaha a des cartes à jouer. On sait qu'il y a notamment donc tout ce qui est jeune conducteur qui arrive à la moto et qui va pas forcément passer à la MT-09, la grosse moto musclée. Donc là, on a quelque chose qui est à la fois performant, qui est très joueur, qui est, moi, je trouve très réussi au niveau design. Donc il y a vraiment un coup à jouer. Très bien. Une dernière chose à ajouter sur cette MT-07, Damien ? Oui, en fait, si tu veux, la force de Yamaha, c'est d'avoir réussi à proposer un produit capable de plaire au plus grand nombre. Alors bien souvent, le danger, c'est finalement de plaire à personne. Mais cette moto, elle s'adresse aux jeunes conducteurs, voilà, parce qu'elle est accessible financièrement et en termes de conduite. Mais elle peut plaire aussi aux motards un peu plus chevronnés qui veulent pas rouler sur une moto basique. Voilà, une moto un petit peu valorisante. Moi, je la trouve valorisante. Et avec un moteur, avec une partie cycle sérieuse et un moteur pétillant, quoi. Donc, en gros, elle est quoi ? On peut dire que c'est quelque chose qui est un produit qui est multi-usage, aussi à l'aise en ville que sur la route. C'est polyvalent, c'est quoi ? Alors, c'est pas. Je suis pas motard, je le rappelle. Hein. C'est pas une grande routière. Hein. Voilà, ouais. Il y a peu d'aspects pratiques. La protection, il y en a quasiment pas. Faut pas l'acheter pour ça. Voilà, c'est une moto pour se faire plaisir le week-end, pour rouler tous les jours en milieu urbain. Là, elle est très à l'aise parce qu'elle est très maniable. C'est ça aussi qui est important, hein. Il faut le rappeler, c'est que c'est une moto légère. Et la légèreté sur une moto, quand tu l'utilises en ville, avec un moteur qui reste quand même coupleux, c'est vraiment un agrément de conduite c'est important, c'est fondamental. Après, comme disait Damien, sur autoroute, ça a un côté positif. En même temps, tu vas pas rouler à plus de 120 km/h environ, parce que là, sinon, les cervicales prennent pour cher. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est d'un usage urbain, c'est tout à fait adapté. Très bien. Moto toujours. Alors on va s'intéresser à une marque légendaire, vénérable, âgée de 111 ans. Harley-Davidson, qu'on connaît plus pour ses gros cubes qui font du bruit, et alors qu'il a, Driss, a surpris un petit peu tout le monde, parce que on va dire un prototype a été repéré lors du tournage d'un film Avengers 2, et on est loin de cette image bruyante.
Voilà, exactement. Donc c'est l'outrage pour tous les aficionados de la marque. Hein. Comme tu le disais, la moto a été entreaperçue dans le dernier. C'était pas Avengers, je crois que c'était Avengers 2, me semble-t-il. Bon, là tu as vu le film un peu. J'ai pas vu le film. Il n'est pas sorti. Hein. Il n'est pas sorti, donc tu aurais eu du mal à le voir. Ceci étant, donc effectivement, on l'avait repéré. Ensuite, Harley Davidson a carrément diffusé une vidéo sur son site, sans donner trop d'informations. Donc, on a eu quelques petites indiscrétions. C'est donc une Harley un peu plus futuriste et qui ne fait pas de bruit. Donc, tu vas me dire, pourquoi ne fait-elle pas de bruit ? Pourquoi ne fait-elle pas de bruit ? Je vais te le dire, parce qu'elle a troqué son V-Twin au bruit, à la sonorité si caractéristique, pour un bloc électrique. Donc plus de vibrations, plus de bruit, c'est une moto totalement silencieuse. Harley disait que donc la marque voulait s'intéressait à tout ce qui est environnemental. Donc voilà, c'est après 111 ans d'existence, on va attaquer les prochains 111 ans avec une moto électrique. Donc pour ce qui est des indiscrétions, il se dit que ce serait un moteur de 74 chevaux. C'est ça. Ce qui n'est pas énorme. 55 kW. Voilà, exactement. Avec une autonomie, et c'est là où le bas blesse, de 100 km/h, pardon. Ouais, voire moins. Il y a différents chiffres qui ont circulé. On a lu même 80 km. Donc ce qui effectivement est peu pour rider, pour allier New York à San Francisco, c'est un peu juste. Ça va être compliqué. Bon, après, de toute manière, on sait que les motos électriques sont pas faites pour ça. Vitesse de pointe estimée à 150 km/h. En revanche, là où c'est particulièrement intéressant, c'est toujours le cas pour les motos électriques, c'est tout ce qui est accélération, puisque là, la Livewire, parce qu'elle a un nom, on l'a pas encore. Le projet Livewire, absolument. Voilà. Est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes, ce qui est quand même plutôt efficace. Ça équivaut à quel genre de moto sur le marché, ça, un 0 à 100 en 4 secondes ? Je me rends pas compte. Un gros roadster 800 cm3, 900, quelque chose comme par exemple une Yamaha MT-09, je pense, en termes de performance, ça va être à peu près équivalent. Driss, continue, je t'en prie. Ouais, je suis pas sûr. À mon avis, MT-09, c'est un peu plus tout de même, parce que là, vraiment, le moteur électrique a cette caractéristique de vous délivrer tout le couple. Ceci étant, là, on vient de parler des chiffres qui sont... je serais tenté de dire décevant, mais il faut se rappeler que ça reste un prototype. Pour le moment, Harley Davidson, c'est pas non plus une référence dans le domaine de l'électrique. On sait que les batteries évoluent également. Il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement dans le domaine de l'électrique. Donc, le modèle final, quand même, pourrait être plus performant de ce qu'on voit là pour le moment. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien son look. C'est un look futuriste. Et c'est vrai que ça fait pas le bruit caractéristique de Harley, mais faut bien évoluer. Alors, on évoque un prix autour de $20 000, ce qui correspondrait à 15 000 € en admettant qu'il n'y ait aucun frais à l'importation et qu'elle existe d'ailleurs un jour. Est-ce qu'elle a une concurrence déjà, cette moto, Driss ? Alors, on a vu pas mal de choses au salon de la moto l'an dernier. Le souci, ça reste toujours ces questions de prix. C'est vrai que l'électrique reste très cher. On devrait vous proposer un test à la rentrée de la Zero Motorcycle. C'est un constructeur américain là aussi qui est spécialisé dans la moto électrique. On n'a pas eu le temps là, vu qu'on a été très très occupé avec les différents tests. Mais normalement à la rentrée, on aura un test de moto électrique. Pardon. La Zero Motorcycle qui présente, je crois, des caractéristiques, on va dire, assez similaires, une batterie un peu plus grosse, ce genre de choses, mais globalement qui joue sur le même terrain. Alors au niveau performance, ils ont une moto qui est particulièrement efficace. Bon, c'est vrai qu'on a toujours ce problème avec la moto de toute manière, c'est qu'on n'a pas non plus un espace aussi important que dans une voiture pour intégrer les batteries. Donc il y a des contraintes qui sont beaucoup plus fortes. En revanche, ce constructeur a un avantage, c'est qu'ils sont spécialisés, ils font uniquement de la moto électrique. Donc, il commence à avoir une certaine expérience en la matière. Et donc, je dois avouer que là, j'en attends beaucoup de ce test. Je vous en dirai plus quand on l'aura fait.
Le Tesla de la moto, Zero Motorcycle. Damien, moto électrique, t'achètes pas, toi, en tant que motard? Ça t'intrigue Moi, si tu veux, je roule en milieu urbain, donc oui, dans l'absolu, une moto électrique, ça pourrait convenir. Pour en revenir à Harley, c'est vrai que on n'attend pas Harley dans ce domaine-là, mais alors au-delà de la clientèle traditionnelle, un peu routarde d'Harley, on voit beaucoup d'Harley en ville. C'est une machine assez distinctive, et du coup, est-ce que on ne sait pas si cette moto sera commercialisée, mais est-ce que Harley voudrait pas justement se rapprocher un peu de sa nouvelle clientèle urbaine? Mais pour le moment, ouais, la vraie question, c'est le prix, quoi. Aujourd'hui, là, on est sur quasiment un prix doublé par rapport aux machines traditionnelles du marché, quoi. Frédéric, vous êtes motard ou pas? Oui, je suis motard. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en plus, j'imagine changer ma moto. Mais je suis plutôt GT, moi. Je cherche un peu de confort et je veux pouvoir rouler à l'abri des moustiques et des gouttes de pluie. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on voit que même la moto maintenant est en train d'essayer de se décliner à l'électrique. Donc, tout ça, c'est des projets, mais ça préfigure quand même des changements majeurs qui vont avoir lieu. Parce que imaginez qu'Harley Davidson un jour sorte un véhicule électrique, ça paraît complètement hors du commun. C'est effectivement, on va pas dire anachronique parce que c'est dans l'air du temps, mais on les attend pas là. Hein, c'est ce qu'on disait. Est-ce que Driss est toujours avec nous? Oui. Driss, une dernière petite actualité moto. T'as repéré quelque chose chez BMW qui concerne la hauteur des selles. Explique-nous ça. Oui, c'est quelque chose pour les courses sur pattes comme moi. Il y a certaines motos qui sont plutôt difficiles d'accès étant donné que la selle est relativement haute. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre, hein, je te rappelle, c'est ce que disait Coluche. Exactement. Bon, le souci après, c'est que certaines motos sont très hautes, donc on se retrouve sur la pointe des pieds. Monter dessus, c'est tout un art, et ne pas tomber aussi une fois qu'on est à l'arrêt, c'est pas évident. Donc ce que propose BMW, c'est simplement des motos avec des selles à la hauteur qui est adaptable. Bon, tu vas me dire, c'est pas nouveau, on peut mettre une selle personnalisée, une selle un peu plus creusée. Là, ce qu'il propose, c'est carrément un kit de surbaissement. Donc il y a plusieurs choses, hein. Il y a le raccourcissement de la taille de l'amortisseur d'une part, et d'autre part, donc une selle qui est adaptée pour un pilote qui va de 1m60 à 1m90. Donc là, tu vois, ça permet quand même d'accéder à des motos qui d'habitude ne seraient pas accessibles pour les pilotes qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, un peu plus petits que... Bien. Voilà, là on voit bien sur la vidéo. Hein. Chose intéressante, c'est qu'ils proposent également sur leur site internet un configurateur afin d'essayer donc les différentes versions. C'est une option qui n'est pas offerte gratuitement, il faut quand même le noter, ça coûte 190 €. Mais voilà, donc après, si vous êtes intéressé par exemple par la R1200 GS, aujourd'hui, si vous faites 1m60, vous pouvez envisager d'acheter cette moto. Alors, pour finir l'émission, Driss, tu voulais qu'on parle d'un sujet, un sujet plus, on va dire plus dans l'actualité, mais qui n'est pas automobile en tant que tel, et qui concerne le projet de limitation de vitesse à 80 km/h sur certains axes. Dis-nous tout. Alors en fait, oui, on est dans cette tendance aujourd'hui où la vitesse, c'est le mal absolu, hein, sur les routes. Donc après l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien de 80 à 70 km/h, le nouveau projet du ministère de l'Intérieur, c'est d'abaisser la vitesse sur le réseau secondaire de 90 km/h à 80 km/h. Alors, est-ce que c'est un projet du ministère de l'Intérieur ou c'est un projet qui vient d'ailleurs plutôt? Parce que on va l'entendre. Hein, il y a Bernard Cazeneuve, donc le ministre de l'Intérieur, réagissait il y a une quinzaine de jours à ce sujet en amont d'une espèce de journée de débat sur la question. Et on va dire sa position est pas si tranchée que ça. On l'écoute. À ce stade, je veux vous préciser mon approche et ma philosophie. Et une mesure, quelle qu'elle soit, ne peut être bien appliquée que si elle est comprise et que si elle est perçue par le plus grand nombre comme utile et rationnelle. On ne peut pas faire l'économie de la pédagogie et aucune mesure
ne peut s'appliquer de façon pertinente en atteignant son but si elle n'est pas partagée et si elle fait polémique. Partant de cette méthode, cette mesure d'abaissement de la vitesse maximale autorisée ne peut pas être, à mon sens, envisagée de façon unilatérale et systématique partout sur tous les axes. Elle ne peut être envisagée que de façon expérimentale et sur quelques segments très accidentogènes qui ne font pas débat de manière à pouvoir examiner. Tu vois, Driss, c'est pas si tranché que ça. Hein. On parle plutôt d'une phase d'expérimentation, de pédagogie. Voilà, on ne veut pas imposer un passage à 80 km/h demain. Alors, c'est assez rassurant. Donc, tu avais raison tout à l'heure de préciser que c'était une recommandation du Conseil national de la sécurité routière, d'une part. D'autre part, je serais tenté de dire oui, ce sont des propos qui sont rassurants, mais on va aussi se rappeler que le périphérique, on est exactement dans le même type de situation. Et pour autant, il n'y a pas du tout eu d'expérimentation, là, pour le coup. On est passé de 80 à 70. Alors là, on mettait plutôt en avant l'argument écologique sur le périphérique, avec d'ailleurs des arguments inverses qui étaient également plutôt entendables. Certains disaient qu'à 70 km/h, on était un rapport en dessous, donc finalement, on consommait plus qu'à 80. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons? Non plus. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter qu'on n'a jamais eu autant de pics de pollution à Paris que depuis qu'on a abaissé la vitesse sur le périph'. Alors, je vais pas aller dire qu'il y a une relation de cause à effet. Une relation de cause à effet, mais il s'avère que il n'y a jamais eu autant de pics de pollution. Quand on dit que cette mesure fait polémique, c'est exactement le cas. Et c'est plus d'expérience où ça fait un peu peur qu'on nous parle d'expérimentation, sachant que la plupart du temps, les expérimentations conduisent à un élargissement de la mesure. Et on se retrouve avec on le voit, on entend que la raison principale à ça, c'est de faire baisser la mortalité. On a une petite animation avec l'évolution de la mortalité routière dans le temps depuis qu'on la mesure, c'est-à-dire grosso modo le début des années 60, avec également les différents moments importants dans la vie de l'automobiliste, port de la ceinture, etc. Frédéric, vous voulez réagir à ça? Qu'est-ce que pense un constructeur automobile de toutes ces réglementations qui arrivent, on va dire, un petit peu au fil de l'eau en permanence? Alors là, c'est pas quelque chose qui contraint un constructeur, mais finalement, ça a un impact sur la perception de l'automobile. Oui, d'abord, que des efforts soient faits pour qu'il y ait moins d'accidents et moins de morts sur les routes. En tant que citoyen, en tant que père de famille, je peux être que forcément d'accord avec ça. Après, qu'on diabolise l'automobile, là, ça me pose d'autres questions. Je pense que ce qui apparaît pas sur les statistiques que vous venez de montrer et qui sont vraies, c'est les efforts que l'ensemble des constructeurs ont réalisés pour que les voitures soient de plus en plus protectrices pour le conducteur, pour les passagers. La sécurité active, la sécurité passive, c'est des investissements majeurs qui ont été faits. Après, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience, et je crois que la prise de conscience a eu lieu. Les citoyens roulent bien moins vite. Je me rappelle, étant jeune, avoir roulé sur l'autoroute à 150 km/h. Aujourd'hui, même pas, ça me vient à l'idée. Donc, ça prouve qu'il y a bien eu une conscience. Derrière, il ne faut pas diaboliser l'automobile. Les voitures aujourd'hui sont sûres, les gens sont raisonnables. Alors il faut continuer, mais il faut arrêter d'imaginer que c'est la voiture qui est génératrice de tous ces malheurs. Bien sûr, elle en fait partie, mais il y a le comportement des gens aussi. Ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier, nos invités, Frédéric Verbitsky. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Damien Rudière, on te suit sur voiture.com et tu reviens quand tu veux ici. Voilà. Merci à Benjamin en régie. Driss, tu reviens en France bientôt ou tu restes en Islande? Non, je reviens très prochainement parce qu'on a beaucoup de choses à essayer, donc on va revenir faire ça sous des températures plus agréables, je vais dire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les podcasts et le site watch.tv pour avoir les émissions du garage. Bonnes vacances si vous partez, bon courage si vous travaillez. À très vite, bye bye. Au revoir.